Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. C'est parti pour la série de vidéos sur l'histoire de Captain Tsubasa Dream Team, donc le jeu mobile édité et développé par Clab. Donc il va y avoir une série de vidéos. Je vous rappelle rapidement le concept de cette série. En fait, je vais vous raconter l'histoire du jeu, l'évolution du jeu, des portails, des joueurs, mois par mois. Donc chaque vidéo s'occupera d'un mois. Vous aurez une vidéo pour juin 2017, juillet 2017, etc. Je vais commencer d'abord par deux vidéos sur le lancement. Finalement, j'en ai fait deux parce qu'en une, il y avait trop de choses à dire. Première vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler du jeu à son lancement, comment il était, qu'est-ce qu'il avait de particulier par rapport à aujourd'hui, etc. Je vous montrerai un peu des images, etc. Et puis, dans la deuxième vidéo, je vous parlerai du roster de lancement. Donc la liste des SSR qui étaient tenables via invocation au début du jeu. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans ces joueurs, quel niveau ils avaient. Et vous allez voir, ce sera très intéressant parce que toute la vision de Clab, toute la manière de faire de Clab était dès le départ dans ce roster. On n'en avait pas conscience, mais il y avait déjà tout sur ce qu'ils vont faire par la suite. Et vous verrez aussi qu'est-ce qu'on pensait des joueurs à la sortie du jeu, donc sur la japonaise, le 13 juin 2017. Et d'abord, pour commencer cette vidéo, je vous propose de regarder la vidéo de lancement. Club Ike Drive Shoot da Kudai, これが俺のタイガーショットだこれが俺たちのスタイラーハリケーンだ行くぞ勝負だよし来いこの一瞬に今までの全てをかけるくらえこれがネオタイガーショットだ決着をつけようミサキ僕がキレールを抜けパインチしないで若林はいつもよし一体とりゃここだセカンドディフェンスだ見たか行くぞミサキ君おう翼君Vidéo plutôt sympa qui donnait envie et ça va être la force de Clab. Donc le jeu apparaît le 13 juin 2017 au Japon. On attend bien sûr tous à l'époque la version globale, donc qui va être traduite en français en plus, ce qui n'est pas toujours le cas des versions globales. Donc ça d'ailleurs, bravo à Clab d'avoir fait des versions en plusieurs langues, contrairement à d'autres jeux qui ne s'en mettent pas et qui mettent en anglais. Et ce qui va être par contre moins bien fait, c'est que Clab va être peu clair sur cette version globale. Au bout d'1 mois, ils vont en parler. Et puis après, ils vont plus en parler. Il faudra attendre finalement 6 mois pour pour avoir la version globale. Et l'erreur de Clab, ça va être la communication. Ils auraient dû dire clairement dès le départ, écoutez, vous aurez la version globale dans 6 mois ou pas avant 6 mois, alors que là, ils n'ont pas été très clairs. Donc ce jeu, Clab, s'appelle, en version japonaise, Captain Tsubasa Tatakae Dream Team. Et il se trouve qu'à cette époque, Clab gère encore un autre jeu, Tsubasa, qui va durer, je crois, encore 1 an, et qui à l'époque existait depuis 6 ans, et qui s'appelait Captain Tsubasa Tsukuro Dream Team, et qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à ce jeu. Bon, sauf bien sûr qu'il était beaucoup moins beau, beaucoup moins poussé au niveau du gameplay. Donc, ce Tatakae Dream Team, le jeu auquel vous jouez actuellement, Captain Tsubasa Dream Team, qui est encore disponible, bien sûr, en fait, c'est une version améliorée de Tsukuro Dream Team qui va perdurer encore une petite année avant d'être arrêté. Ce jeu qui donc démarre le 13 juin 2017 au Japon, en France, il va se développer grâce à une personne, d'abord, en priorité. C'est un YouTuber qui s'appelle Captain Mav, qui est toujours YouTuber aujourd'hui, qui fait toujours des vidéos, et que vous connaissez certainement via Twitter, via YouTube. Voilà, peut-être que si vous êtes un joueur récent, vous ne le connaissez pas, et pourtant ça a été le pilier du développement du jeu en France, puisque
donc le jour de la sortie, il avait posté la vidéo d'introduction du jeu, et le 14, donc le lendemain de la sortie du jeu, il a fait sa première vidéo. Comment bien débuter donc, dans Captain Tsubasa Tatakae Dream Team. Donc une vidéo où il expliquait aux gens comment était le jeu. Donc là, je vais vous mettre des images, pendant que je vous parle du jeu, vous verrez à l'écran des images qui vous montrent un peu comment était le jeu au départ et comment il joue aujourd'hui, sur la globale, et pour vous montrer un petit peu les visuels. On reviendra en détail sur ces visuels, mais voilà, pour un peu vous illustrer tout ça, je vous mets quelques images pendant que je vous parle. Donc Captain Mav va faire une vidéo pour expliquer le jeu, parce qu'au début, tout est en japonais, donc la plupart des gens sont paumés, et c'était mon cas. Moi j'ai commencé grâce à Captain Mav en regardant ses vidéos. J'ai commencé le jeu, il était sorti depuis 2 semaines. Donc j'ai vraiment connu le jeu à ses débuts. Et donc, il va expliquer ça, il va faire lui-même des recherches, parce que bien sûr, il ne maîtrise pas le japonais, mais grâce à Internet, etc., grâce à Google Trad, et au temps qu'il va consacrer à ça, il va réussir à comprendre des choses qu'il va partager via les vidéos. Donc je vous mets le lien de cette vidéo, là vous l'avez en haut, vous l'avez dans la description, mais je vous conseille d'aller voir ces vidéos de l'époque, parce que c'est vraiment vivre le début du jeu. Vous allez voir, c'est super intéressant de voir comment était le jeu, comment on prenait les nouveautés, parce que c'est vraiment, ça illustre bien nos réactions, et surtout notre compréhension du jeu, parce qu'il faut savoir qu'au début du jeu, on comprenait très mal, et ça on va revenir là-dessus. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir ces vidéos, c'est très intéressant, très instructif. Alors concernant le gameplay, ce jeu va avoir un très bon gameplay dès le départ, et d'ailleurs je me rappelle que Captain Mav disait que ce jeu c'était quasiment un jeu console sur sa qualité. Par rapport aux autres jeux qu'il y avait en mobile à l'époque, c'était incroyable. Déjà il était beaucoup plus beau que la plupart des jeux, et puis en plus le gameplay était quand même beaucoup plus poussé. C'était pas du tour par tour comme la plupart des jeux mobiles, même encore aujourd'hui la plupart des jeux mobiles ne s'embêtent pas, ils font du pur tour par tour. Là c'était un peu plus compliqué que ça, un peu plus poussé que ça, mais attention, il ne faut pas croire non plus que le jeu a inventé quoi que ce soit, puisqu'il s'agit en fait d'un gameplay qui remonte aux années 80, avec des jeux NES, puis des jeux Super NES, Captain Tsubasa, donc ils sont sortis au Japon mais jamais sortis en Europe. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, bien sûr, c'est très facile si vous voulez aller voir ces jeux. Et en fait, ils ont repris exactement ce principe. C'est-à-dire que vous avez sur la carte des joueurs, alors là il y a une première différence. En fait, le jeu qu'ils ont vraiment pris pour exemple, c'est les premiers Captain Tsubasa, qui, alors là je vous montre des images pour que vous puissiez voir, ont dirigé, donc en fait, pas les joueurs sur un terrain, mais c'était un peu comme aujourd'hui sur Captain Tsubasa Dream Team. Vous voyez ces petites pastilles, et bien vous dirigez en fait ces petites pastilles, et c'était un peu pareil dans les premiers Tsubasa. Par contre, dans Captain Tsubasa 5, vous dirigez vraiment des joueurs sur le terrain. Donc ça veut dire que Club n'a même pas su récupérer un gameplay qui datait d'il y a plus de 20 ans, qui était déjà sur Super NES avec Captain Tsubasa 5, parce qu'ils ont pris ces petites pastilles et pas des joueurs sur la carte. Après, c'est peut-être aussi en fonction des possibilités des smartphones. Après, ils ont gardé ce système que quand il y a un duel, là je vous mets à l'écran les deux images, vous voyez, voilà, donc c'est le même principe, vous deviez choisir, tacler, passer, etc. Donc c'est le même système, en beaucoup plus beau, parce que ça, Club, je ne le dirai jamais assez, leur point fort c'est l'habillage. Ils savent faire du beau, pour faire, in-game bien sûr, pour faire des présentations de personnages, pour faire des invocations, pour faire les portails, etc., les portails de recrutement, ils sont très forts. Je prends son concurrent direct aujourd'hui, Captain Tsubasa Zero, que je trouve très bon aussi. Mais Captain Tsubasa Zero est très loin d'avoir leur niveau de mise en scène. Très 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 loin. Vraiment, le plaisir qu'on a à invoquer sur Captain Tsubasa Dream Team est énorme. C'est super bien fait, tout est fait pour nous donner envie. Mais ce gameplay, je vous le disais, il y a quand même des points faibles, c'est qu'ils vont amputer un gameplay qui a 25 ans. Ça, c'est quand même incroyable. Ils vont enlever des options. C'est-à-dire que dans l'ancien jeu, donc Super NES et NES, quand vous aviez un duel, vous pouviez choisir de laisser passer l'adversaire, comme dans la réalité. Vous ne voulez pas défendre, vous le laissez passer. Ce qui vous permet d'économiser votre endurance. Dans le jeu de Club, ils ont décidé d'imposer d'avoir le duel. Ça, c'est pour moi une très mauvaise idée. Et aujourd'hui, donc on est en novembre 2019, 2 ans et demi après, ça n'a pas évolué. Et d'ailleurs, le gameplay va très peu évoluer, et ça va être une des déceptions, parce que quand le jeu commence, on adore le gameplay, mais on se dit, bon, il va y avoir des évolutions, il y a des choses à corriger, et ils vont très très peu modifier. Alors bien sûr, je vous dirai dans chacune des vidéos, donc il y aura une vidéo pour chaque mois. J'ai prévu d'ailleurs de vous faire au moins jusqu'à décembre 2017, jusqu'au World Cup. Après, je continuerai que si vous en avez envie, si ça vous intéresse. Mais j'ai déjà prévu de faire ça. Je vous tiendrai au courant de chaque évolution du jeu, du gameplay, de tous les changements qu'il y a eu dans le jeu. Mais vous verrez qu'il va y avoir peu de changements. Par exemple, un des
changement majeur, je ne me rappelle plus s'il y a eu autre chose de vraiment important, c'est le fait que si vous envoyez un ballon dans la surface aujourd'hui, et qu'il n'y a personne, le gardien sort la récupérer. Comme un vrai gardien. Sauf qu'au début du jeu, et ça a duré plusieurs mois, c'était pas comme ça. Si vous balanciez le ballon dans la surface, le ballon s'arrêtait dans la surface, le gardien ne sortait pas, et votre attaquant, s'il était plus rapide, n'avait plus qu'à courir pour récupérer le ballon et être seul face au gardien. Ça, ils ont mis plusieurs mois, mais ils ont fini par faire en sorte que le gardien puisse sortir. Par contre, ils n'ont toujours pas mis en place les duels. C'est-à-dire que quand votre joueur rentre dans la surface tout seul, un gardien va sortir pour aller au duel, au lieu de se laisser fusiller dans la cage. Ça existait dans les anciens jeux Super Nintendo, et ça n'existe toujours pas dans le jeu, donc il ne faut pas non plus croire que Club a fait du super boulot. Ils ont quand même fait la même chose qu'il y a 25 ans, mais avec moins d'options. Les menus, alors les menus c'est presque identique, mais ça c'est pas un point faible, les menus étaient très brillants, mais pour vous indiquer que à l'époque, au début du jeu, il y avait les mêmes modes qu'aujourd'hui. Il y avait le mode histoire, le mode événement pour farmer des techniques spéciales, le mode PVP, le mode Ligue. Là, vous voyez à l'image, c'est très proche. Il y a eu des petites modifications. Par exemple, il a été rajouté en haut, vous voyez aujourd'hui, il y a les missions challenge qui permettent, ça prend du temps à les faire. Il y a plein de missions à faire, mais qui permettent de récupérer des Dream Balls, de récupérer des tickets, etc. Ça n'existait pas au début du jeu. Vous n'aviez pas ces missions challenge. Je crois qu'elles ont été mises en place peut-être fin 2018 ou 2019, ça on le verra dans les futures vidéos de toute manière, mais c'était déjà très proche, mais vous voyez que le menu a un tout petit peu changé, voilà, ça a été un tout petit peu organisé sur le côté, etc. En revanche, il y a eu pas mal de modifications dans le mode entraînement, donc en bas à gauche, quand vous cliquez, vous pouvez entraîner vos joueurs pour les monter en level, vous pouvez augmenter leur technique spéciale, actuellement vous pouvez faire du dépassement de limite, de l'éveil de potentiel, à l'époque ça n'existait pas. Vous n'aviez pas l'éveil de potentiel, vous n'aviez pas le dépassement de limite, ça a été rajouté beaucoup plus tardivement. Je vous précise aussi, je ne vous l'ai pas dit, que les images que vous voyez là, du jeu ancien, c'est des images tirées de la vidéo de Captain Mav, et j'ai caché son visage pour pas non plus l'exposer comme ça à outrance pendant la vidéo. J'ai mis la page d'accueil du jeu à la place de son visage, mais sachez que toutes ces images que vous allez voir dans cette vidéo sont tirées de Captain Mav, que je remercie d'ailleurs de m'avoir autorisé à utiliser ces images, et ça m'a permis justement de retrouver des images du jeu d'origine. À l'époque aussi, il faut savoir que le mode histoire, qui était déjà présent, était 2 fois plus court qu'aujourd'hui. Les chapitres ont été rajoutés au fur et à mesure, et d'ailleurs, vous le verrez dans les prochaines vidéos, des fois il s'est passé des mois sans qu'on ait un seul chapitre. Au début, ils rajoutaient très très lentement les chapitres. À savoir aussi que le mode Ligue et le mode PVP étaient identiques à aujourd'hui, enfin en tout cas au moment où je fais la vidéo en novembre 2019, sauf qu'il n'y avait pas la catégorie SS dans le mode Ligue. La catégorie S était la dernière, donc vous pouviez avoir au maximum 50 000 pièces à gagner par semaine, plus celles que vous gagnez tous les jours, donc c'est à savoir. Et le mode PVP, c'est exactement le même qu'aujourd'hui, sauf qu'il est en train de se préparer une grosse mise à jour sur le PVP qui va arriver peut-être d'ici, peut-être demain même, je crois, je sais pas, j'ai pas vu la date. Mais il va y avoir un gros changement. Mais en tout cas, sachez que pendant 2 ans et demi, le PVP classique n'a pas bougé. C'est juste que c'est les cups. Il a été mis en place progressivement des systèmes de coupe. D'abord sans règles, et puis progressivement avec des règles. Vous le savez si vous avez suivi le jeu. En tout cas, on le verra aussi au fur et à mesure. Au début du jeu, il y avait 6 techniques farmables. Je vous les mets à l'image. Vous voyez, il y avait donc bien sûr les principaux personnages, on ne sera pas étonné, Tsubasa, Yuga, Misaki, donc vous aviez un dribble pour Yuga, très utile sur les Yuga, la passe C pour Tsubasa, essentiel sur tous les Tsubasa, le dribble C pour Misaki. Alors il y avait le dribble A sur certains Misaki, mais ça pouvait dépanner quand même pour ne pas utiliser trop d'endurance. Il y avait un arrêt C pour Hernandez, ça c'était assez utile aussi. La volée C pour Nita, au début du jeu il n'y a pas de Nita, et pourtant ils ont mis une technique. C'est un peu bizarre. Et il y avait le tacle C pour Schneider, ça très utile parce que les Schneiders sont plutôt bons en tacle en général et ça évite d'utiliser une technique A qui coûte cher. Surtout que vous devez savoir qu'au début du jeu, les ballons noirs étaient limités au rang SSR. Vous n'aviez pas de ballon SR, de ballon R et de ballon N. Il a fallu attendre 6 mois pour les avoir. Donc ça veut dire qu'au début du jeu, les techniques A étaient très limitées. Parce que si vous aviez une technique A à 180 de puissance, il n'y avait que 2 possibilités. Soit elle était sur un SR et vous pouviez la monter un petit peu avec les SR, donc vous allez peut-être la monter level 10, peut-être 15, ça prenait du temps. Par contre, si c'était sur un personnage et qu'il n'y avait pas de SR qu'il avait, vous ne pouviez pas l'augmenter. C'est-à-dire que vous allez passer 6 mois avec un joueur qui a une technique A1 qui a un niveau 175. Donc les techniques A, c'était pas très intéressant à l'époque, parce que la plupart des techniques C, si vous les farmiez C40, level 40, elles étaient
à peu près du même niveau que les techniques A, et pour certaines au-dessus, mais pour beaucoup moins d'endurance. Et les techniques B farmables étaient toujours supérieures à ces techniques A. Donc finalement, les techniques A pendant les 6 premiers mois du jeu vont être très peu utiles. Enfin, bien sûr que c'est utile, hein, si vous avez une interception A, vous êtes content de l'avoir, mais on va dire qu'elles avaient beaucoup moins d'impact dans le jeu par rapport aux techniques farmables, les techniques B, les techniques C qui étaient extrêmement utiles. Puis à partir de 2018, les techniques A ont commencé à prendre le pouvoir, sauf pour les gardiens et les buteurs, où il fallait des tirs S et des arrêts S. Mais dans l'entrejeu, c'était les techniques A qui ont pris le pouvoir. Et depuis maintenant 4-5 mois, c'est les techniques S qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de plus en plus de joueurs avec que des techniques S. Et une technique A commence à avoir un petit peu du mal parce qu'on trouve beaucoup de techniques S50, S99, même pour des passes, pour des interceptions. Alors la compréhension du jeu, ça c'est très important. Et si vous allez voir les vidéos de Captain Marvel, vous verrez c'est très intéressant. On comprenait très mal le jeu. On connaissait peut-être 30% du jeu, il y avait plein de choses qui nous échappaient. Alors déjà, c'était très compliqué pour nous de monter des joueurs level max. Quand vous aviez un joueur SSR, déjà le mettre level 80, c'était compliqué parce qu'il y avait très peu de carnets à l'époque. Pour les avoir, c'était pas évident, et pour avoir des carnets UR, c'était... alors déjà les carnets UR, je sais même pas si c'est pas apparu après, on le verra dans les vidéos plus tard d'ailleurs, mais je crois que ça s'est arrêté peut-être au carnet SSR au départ. En tout cas, c'est très compliqué de monter. Éveiller un joueur, alors, je vous en parle pas, parce qu'on avait très peu d'argent. Au début, on galérait pour avoir de l'argent, donc le coût d'évoluer un personnage, des fois, on n'avait pas l'argent dans le jeu, hein, les pièces d'or. Donc c'est très compliqué, et pour monter le 99, je vous en parle pas. Donc il y avait beaucoup de joueurs qui avaient 3-4 SSR dans l'équipe qu'ils avaient eu par invocation, mais il n'y en avait peut-être qu'un seul UR, et les autres n'étaient même pas tous level 80. Ça, il faut bien le savoir. Et puis dans le jeu, il y avait plein de choses qu'on ne comprenait pas. Par là, je vous montre un joueur classique, un Tsubasa, avec bon en ballon haut et ballon bas. Ça, on ne savait pas ce que ça voulait dire. On ne savait pas. On a mis des mois à savoir que ça veut dire 12,5% pour bon et 25% pour très bon. On a vraiment donc pas compris ça au départ, et donc ça veut dire qu'on sous-estimait des joueurs, parce que des joueurs qui avaient des stats pas terribles, mais qui étaient très bons en ballon bas, on n'avait pas conscience que finalement ils étaient très bons en reprise de volée au final, grâce à ces 25%. Donc ça a joué sur notre compréhension de certains joueurs, enfin l'incompréhension plutôt, de certains joueurs. On ne savait pas à l'époque qu'il y avait de la RNG. Ce qu'on appelle la RNG, c'est la part de hasard qu'il y a dans un jeu. Pour expliquer plus clairement, c'est-à-dire que nous, on croyait à l'époque que si vous aviez les meilleures stats et que vous aviez une technique plus puissante, ben vous alliez gagner toujours le duel, sauf s'il y avait une critique. Alors les critiques, bien sûr, on ne savait pas comment ça fonctionnait, aujourd'hui non plus d'ailleurs, on ne sait pas combien ça booste une critique, mais on pensait que s'il n'y avait pas de critique, et que vous aviez tout de meilleur, vous gagnez forcément le duel. Alors qu'on a compris au bout de quelques temps que non, il y avait une partie de hasard qui fait que si vous faites 100 fois exactement la même action, vous n'aurez pas 100 fois le même résultat. Si vous êtes meilleur que l'adversaire, vous allez peut-être gagner 90 fois, mais vous allez peut-être faire 5 fois match nul au duel, et 5 fois vous allez perdre le duel. Ça, on ne le savait pas, et tant mieux. C'est pour ça qu'au début, on s'est beaucoup plus amusé, parce qu'on croyait qu'il y avait vraiment, c'était que de la tactique et qu'il n'y avait pas cette part de hasard, et c'est que progressivement qu'on a vraiment pu comparer. Puis il faut savoir qu'à l'époque, personne n'avait les mêmes équipes. Très dur, si un UR rencontre un SR, évidemment, il va gagner, donc c'est normal. Donc on n'avait pas ces questions-là, et quand il se passait un truc bizarre, qui a commencé à avoir des choses bizarres dans le PvP, on a commencé à parler de paramètres cachés. Ça, cette légende urbaine a duré, je pense, 6 mois. Où on croyait qu'il y avait des paramètres cachés, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait des paramètres qu'on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas consulter, mais qui jouaient dans le jeu. Alors, il y a des choses qui étaient vraies d'ailleurs, hein. Par exemple, le pourcentage de poteaux, à l'époque on ne savait pas qu'il y avait ça, mais ça faisait partie des choses dont on soupçonnait qu'il y avait, et un jour on a découvert, grâce à certains qui avaient accès aux data, que oui, chaque tir avait un pourcentage de faire poteau ou pas. Mais on pensait qu'il y avait beaucoup plus que ça en termes de paramètres cachés, et que des fois on gagnait un duel ou pas. Par exemple, je ne sais pas, Tsubasa avec son tir, son drive shoot, on pensait qu'il y avait un paramètre caché qui faisait que le drive shoot était difficile à capter. En fait, parce qu'il passait au-dessus des joueurs, parce qu'il y avait un effet, et que donc il était beaucoup plus difficile à contrer par les défenseurs. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout ça, c'est juste que Tsubasa, le collège, était tellement fort que c'était hyper dur de le contrer, tout simplement, c'était rien à voir avec son tir. Donc il y avait vraiment une incompréhension. Alors par exemple, pour ce Hernandez, on verra dans plusieurs vidéos, parce qu'il est sorti quelques mois plus tard, on ne savait pas, par exemple, comment marchaient les statistiques au début. C'est-à-dire que on ne savait pas comment les stats d'attaque et de défense s'associaient au physique au début du jeu.
Il a fallu quelques semaines pour qu'on comprenne que c'était genre dribble plus la moitié de la stat de vitesse. Ça n'a pas été long à trouver, parce qu'on a pu le faire par calcul, on a pu le retrouver, mais au début on ne le savait pas. Mais même quand on a su ça, pendant de longs mois, on n'a pas su comment prendre en compte les techniques. On ne savait pas qu'il a une technique à 250, et bien il faut multiplier par 2,5 ses statistiques. On ne le savait pas. Donc on sous-estimait l'impact des techniques. On ne savait pas si ça jouait un petit peu ou beaucoup. Sauf que bien sûr que ça jouait beaucoup, c'est un multiplicateur. Et par exemple, cet Hernandez que je vous montre, regardez, par rapport aux stats de l'époque, il a des bonnes stats au total. Il a un peu trop de physique par rapport au stade de parade, ce qui fait que déjà, on avait compris que c'était pas très bon pour lui, parce que les stats de parade jouent beaucoup plus. Mais on n'avait pas compris que, sur l'instant, quand il est sorti, que cet arrêt à 230, si faible, son arrêt de balle, faisait de lui un gardien totalement hors du coup, incapable d'arrêter les meilleurs buteurs, même des joueurs sortis au début du jeu. Qu'un Tsubasa collège le trouerait à tous les coups. On ne l'avait pas compris parce qu'on ne savait pas l'impact et la faiblesse que ça aurait d'avoir un tel arrêt. Donc après on l'a vite vu en match. Hein. En match on avait vu qu'il se faisait trouer en permanence. En plus à l'époque, une grande partie des meilleurs buteurs étaient rouges, des meilleurs tireurs. Donc bien sûr Hernandez s'est fait balayer, on l'a vite compris, mais on ne savait pas totalement l'expliquer à l'époque. Alors là on va passer quelques images. La formation, vous voyez, là je vous montre au début du jeu et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment bougé. Donc ça n'a pas évolué, après il n'y a pas de raison. Seule différence, c'est qu'à l'époque, nous avions seulement 5 slots pour faire des équipes. On pouvait préparer que 5 équipes, maintenant on peut en faire 10. Et vous verrez dans les prochaines vidéos qu'on va passer d'abord, je crois, à 7, puis après on va passer à 10, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vous avoue qu'au début du jeu, déjà, c'était compliqué de faire une équipe, et il n'y avait pas d'événement où il fallait une équipe bleue, une équipe verte, parce qu'il n'y avait pas la méta-couleur à l'époque. Hein. Ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. À l'époque, les compétences d'équipe, c'était 10% pour les passes, 3% pour l'attaque pour les joueurs rouges, 5% pour l'interception. Il n'y avait pas cette histoire de couleur. Et il n'y avait pas de méta nation, bien sûr, hein, japonais, Amérique du Sud. Donc, il n'y avait pas besoin forcément d'avoir plein d'équipes. Alors là, quand on cliquait sur un joueur, vous voyez la différence. Avant, capitaine, c'était directement là. Et maintenant, il faut cliquer sur le maillot, où on choisit le numéro de maillot et le capitaine. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir le numéro de maillot. Ça a été rajouté plus tard. On verra ça aussi dans les prochaines vidéos. Quand on voulait constituer une équipe, il y avait aussi moins d'options. Vous voyez que dans la version du lancement, on ne pouvait pas avoir le choix facile. C'est-à-dire qu'on pouvait demander à l'IA de faire une équipe complète, la meilleure possible, ou de choisir la formation nous et de demander qu'ils mettent les joueurs les meilleurs possibles. Mais on ne pouvait pas dire on veut la meilleure équipe bleue, on veut la meilleure équipe Jap. Ça a été rajouté par la suite. Alors chose étrange, c'est qu'au début, au lancement, au tout début, la boutique PVP n'était pas dispo. Donc il y avait bien les 3 boutiques. Vous verrez qu'il y avait bien vous verrez qu'il y a eu rapidement les joueurs. Donc dès le départ, il y avait un joueur achetable en ligue et après il va y avoir un joueur achetable en PVP. Et il y avait un joueur à avoir avec les tickets confédération. Mais les premiers jours, il n'y avait pas. Ça n'a pas été mis. Alors je ne sais pas à quelle date ça a été mis d'ailleurs. Mais dans les vidéos de, je crois, 10 jours après la sortie du jeu, il y avait cette boutique avec le joueur. Donc je pense que ça a été vraiment peut-être à 1-2 jours au niveau du lancement, mais je voulais le préciser. Mais après, le système était le même, sauf que tout coûtait plus cher. C'est-à-dire que les joueurs Ligue coûtaient 250 000 pièces, sauf qu'on en gagnait beaucoup moins à l'époque. Et les joueurs PVP coûtaient 50 000 pièces bleues. Et à l'époque, c'était l'enfer pour avoir des pièces. Hein. Autant vous dire que pour avoir 1000 pièces, déjà, c'était hyper compliqué. Vous pouviez faire 10 matchs et gagner 500 pièces. Et des fois, vous pouviez faire 10 matchs et gagner 0 pièces parce qu'il fallait monter en grade. Il y avait que ça qui vous faisait gagner des pièces et remplir des missions aussi. Et c'était très compliqué. Le fait de faire 10 victoires d'affilée ne vous garantissait pas d'avoir une seule pièce. Alors là, on va voir maintenant l'affichage de lancement de match. Vous voyez qu'il manque 2 trucs en bas. Déjà, avant, on ne pouvait pas choisir la tactique, c'est-à-dire défensif, offensif ou neutre. Avant, il fallait attendre d'être dans le match, donc c'était pénible. Si vous farmiez un event et vous vouliez vraiment attaquer pour marquer un maximum de buts, il fallait lancer le match et après il fallait surveiller pour cliquer vous-même sur offensif. Ça c'était un peu pénible. Et on ne pouvait pas non plus gérer la vitesse, et je crois, on le verra par la suite dans les vidéos sur chaque mois, que le système de vitesse automatique a été rajouté au fur et à mesure, enfin par la suite. Au départ, il n'y avait pas ça, il n'y avait que semi-auto, si je me rappelle bien. Et en plus, il fallait attendre d'être dans le match pour le lancer. Donc il y avait quand même des options en moins au départ.
Là, je vous montre un écran pour monter les techniques spéciales, parce que monter le level, ça n'a pas changé, mais monter les techniques spéciales, vous voyez, la présentation a un peu changé, notamment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les passifs. Ça a mis 6 mois à arriver, les passifs, donc au début, il y avait moins de choses à l'écran, et quand les passifs sont arrivés, ils ont un petit peu remanié ça. Le jeu en lui-même n'a pas changé quand vous êtes sur le plateau avec les pastilles, ça n'a pas changé, sauf que le bouton accéléré est devenu plus pratique. Avant, il fallait appuyer plusieurs fois dessus, mais sinon, le système n'a pas changé au niveau de l'écran. Il n'y a toujours pas, par exemple, la possibilité de faire une passe en technique spéciale hors duel. On peut faire des tirs, mais pas de passe. Ça n'a jamais évolué. Alors ensuite, il y avait ce Tsubasa offert, qui était jouable à l'époque. À l'époque, vous l'aviez, comme la plupart des gens avaient 2 SSR dans l'équipe, 3 SSR max, à part les gros cash players. Ben, ce joueur, si vous pouviez le monter UR, il était efficace. Parce que certes, il n'a que 35 000 de stats, alors que la moyenne des joueurs au lancement avait 42 000. Bon, donc c'était assez éloigné, mais par rapport à un SR, c'était quand même énorme. Il avait qu'un tir B, il n'avait pas de technique A. On pouvait lui rajouter quand même une passe C farmable, donc, et aussi un dribble A avec Tsubasa SR. Donc, ça en faisait quand même un bon joueur pour l'époque, même si bien sûr, il était beaucoup moins bon que le Tsubasa, enfin les 2 Tsubasa qu'on peut avoir par invocation, mais à l'époque on n'en avait pas conscience. On comprenait tellement peu le jeu qu'à l'époque, quand on lit les commentaires, quand je lisais les commentaires, les gens disaient « Oh, il est à peu près du même niveau ». Ou les gens posaient la question « Quel est le meilleur? Est-ce que je dois le remplacer ?» Alors qu'aujourd'hui, il est évident pour n'importe quel joueur que ce joueur était largement moins bon que les 2 Tsubasa par invocation, et surtout le Tsubasa collège qui était carrément cheaté. Donc voilà, pour vous donner un repère, on en parlera dans la prochaine vidéo, à l'époque avoir plus de 7000 c'est monstrueux, dans une statistique, plus de 6000 c'est très bon, 5000 c'est bon, alors qu'aujourd'hui c'est quelconque, voilà. À l'époque c'était bon, 4500, 5000 c'est correct, et moins de 4500 c'est faible. Donc vous voyez que ce joueur n'a aucune stat au-dessus de 4500, donc il était quand même faible, mais avec 4300 en passe, 4300 en technicité et la passe C40, il y avait vraiment de quoi faire, donc c'était un joueur qu'on utilisait volontiers tant qu'on n'avait pas d'autres Tsubasa. Il y avait bien sûr l'invocation infinie, que vous pouvez voir à l'écran. La différence, c'est qu'il n'y avait pas de SSR garantie. C'est-à-dire que vous pouvez faire 10 singles et avoir aucun SSR. Donc pour avoir le SSR que vous vouliez, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est SSR garanti. Enfin, ça a été le cas au bout de quelques mois, ça a été mis en place, ça je vous le dirai dans la vidéo toujours pareil quand on y arrivera. Mais c'était beaucoup plus dur, donc déjà que c'est long des fois d'avoir le SSR qu'on veut, là à l'époque c'était beaucoup plus long. Quand ça faisait 15 minutes que vous faisiez ça et que vous aviez enfin un SSR, des fois vous le preniez. Surtout qu'à l'époque on ne savait pas trop avec qui commencer. Alors ça on le verra dans la prochaine vidéo en comparant les joueurs lors de leur sortie, mais en tout cas on avait pas mal de difficultés. Et je profite aussi pour vous dire qu'à l'époque il n'y avait pas le signe coffre, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est que le petit signe qu'il y a au-dessus d'un joueur, là je vous le montre à l'écran, je vous montre un Misaki à gauche invocable et à droite un Misaki coffre qu'il y avait au début du jeu. Bon mais le petit symbole coffre que vous avez, ça c'est sur le jeu d'aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas indiqué, c'était à vous de savoir qu'il y avait un joueur, est-ce qu'il était invocable ou est-ce que c'était un joueur farmable ou achetable en boutique, ce qu'on appelle les joueurs coffres aujourd'hui. Donc ça a été rajouté par la suite, pareil, je vous le dirai au moment où c'est arrivé dans la vidéo du mois où ça a été rajouté par Club, mais c'était une des différences dans le jeu. Et il n'y avait pas non plus le petit max. Aujourd'hui, quand un joueur est max, c'est marqué en bas de la carte max, alors qu'avant non plus, ça n'y était pas. Alors, quels étaient les portails au lancement? Vous aviez ce très bon portail, 3%, mais à l'époque, on ne savait pas qu'il allait y avoir des 5%, puisqu'il n'y avait pas de Dreamco le premier mois, mais il y a eu un Dreamfest, mais il a fallu attendre 17 jours. Donc au début, on ne savait pas. Il y avait ce portail 3%, qui était très fort parce que vous aviez les 3 plus gros joueurs en stats. C'est les 3 joueurs qui avaient le plus de stats au départ du jeu, mais de toute manière, c'était parmi les meilleurs joueurs. C'est vrai qu'on peut rajouter Yuga Junior aussi, qui faisait partie du top, mais je pense qu'au final, globalement, et dans leur durée de vie dans le jeu, je pense que les 3 personnages sont ceux qui ont le plus duré, et ça veut dire quand même que Club le savait. Ils ont quand même mis les 3 plus viables. Donc ils avaient quand même conscience de ça, que ça allait être les joueurs les meilleurs et les plus viables. Il y avait aussi 2 portails à une Dream Ball payante, ça c'était assez original, puis c'était un portail Tsubasa et là c'était un portail Yuga. Voilà, vous aviez les 2 Tsubasa invocables et des SR, DR, et pareil, vous aviez là les 2 Yuga invocables sur celui de Yuga, avec des SR et des herbes, donc c'était en tout cas une Dream Ball payante, pourquoi pas. Et vous avez, donc derrière là, parce que j'ai pas de screen de ça, mais derrière ça, vous voyez le ticket violet, invocation de ticket violet qui n'ont jamais évolué.
C'est-à-dire que celles que vous avez aujourd'hui, ce sont les mêmes. Voilà, vous faites X invocations et vous gagnez des tickets, hein, toutes les 10 invocations. Et quand vous avez 5 tickets, vous pouvez faire une single. Ça n'a jamais évolué. Et vous aviez les invocations amis qui ont évolué au bout de 6 mois. Au lancement du jeu, vous n'aviez pas les ballons. Je vous rappelle qu'il n'y avait que les ballons noirs SSR, mais ils n'étaient pas là-dedans. Vous n'aviez que des carnets, des joueurs, etc. C'était le même principe, mais sans les ballons. Bilan de ce lancement, en attendant bien sûr qu'on fasse après le bilan du roster dans la prochaine vidéo. À l'époque, on est heureux. Les fans de Tsubasa, on est très heureux parce que le jeu, pour ceux qui ont fait les anciens jeux, c'est le même. Donc on retrouve les anciens jeux qu'on a adorés, NES et Super NES, mais en beaucoup plus beau. Les techniques, on trouve ça incroyable parce que c'était incroyable par rapport aux jeux de l'époque. C'était vraiment dingue d'avoir cette qualité technique par rapport à ce qui se faisait. La plupart des autres jeux sont très moches quand même, hein, sur un jeu mobile ou alors vraiment limité graphiquement. Et très, voilà, des tout petits personnages, etc. Là, d'avoir des grandes techniques spéciales, des grandes cinématiques pour voir les techniques spéciales qui étaient quand même très bien rendues, les voix japonaises, etc. Bon, hélas, pas les musiques officielles, mais des musiques bon, correctes, mais c'est pas ça qui nous a marqué. Donc, un jeu qu'on s'est vraiment éclaté les premiers temps. Et on était heureux. Avoir n'importe quel SSR, les premières semaines, on était heureux. On n'était pas là à pinailler. Il n'y avait pas de question d'équipe. Vous n'aviez pas de défenseur. N'importe quel défenseur invocal prenait la place, avait sa place. N'importe quel SSR invocable avait sa place dans votre défense. Et vous étiez heureux. Et vous remplaciez un R ou un SR. Hein, c'est pas comme aujourd'hui où on va vouloir un joueur spécial parce qu'on joue collège, on va avoir, oui, mais on veut spécialement un intercepteur à ce poste-là. Aujourd'hui, on se plaint parce qu'on est arrivé trop loin, on est trop pointilleux, on est trop dans le détail. Au départ, on était heureux. Et moi, je me suis jamais autant pris de plaisir à ce jeu que les premiers mois. Après, il y a eu des gros problèmes, on le verra à partir de novembre, dans le jeu, il y a commencé à avoir des problèmes. Et pour moi, le tournant, ça a été pour les premières célébrations avec les World Cup, où là, il y a eu un mauvais tournant qui a été pris pour moi. Et à partir de là, moi aussi, j'ai commencé un petit peu à râler sur le jeu. Et je pense que beaucoup d'autres ont fait pareil. Ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Mais au début, c'était vraiment génial. On s'amusait. Pourtant, Club était très radin. On n'avait quasiment jamais de ticket SSR offert. Enfin, je ne sais même pas. On n'avait pas de ticket SSR offert parce qu'il n'y avait pas de récompense mensuelle, hein, avec tous les jours une récompense machin. Vous n'aviez pas ça. C'était un autre système en fait, c'était sur 7 jours, vous avez des petites récompenses, alors c'était un jour une Dream Ball, un jour un carnet, mais c'était genre une Dream Ball ou un carnet pourri. Voilà, vous n'aviez pas comme aujourd'hui où des fois vous allez avoir 3 Dream Ball, des carnets UR, des coachs. C'était pas du tout comme ça, et surtout vous n'aviez pas de ticket SSR, et puis vous n'aviez pas de ticket SSR à gagner facilement, vous aviez SSR bien sûr, comme aujourd'hui en boutique PVP et en boutique Ligue, ça n'a pas changé, mais c'était très rare. Vous n'aviez pas de ballon SSR offert comme ça, c'était très très rare d'avoir des ballons SSR, on pouvait en avoir quelques-uns par-ci par-là, mais il fallait principalement la boutique PVP, hein, et vous aviez les invocations Confédération. Alors je ne vous l'ai pas montré, elles étaient un peu différentes à l'époque, les invocations Confédération. Je n'ai pas trouvé d'image, mais il y avait un peu moins, il y avait une récompense pourrie, je crois, avec des R, des carnets R et des coachs R qui ensuite ont été remplacés par des choses un peu plus intéressantes. Mais ça, pareil, on le verra dans les prochaines vidéos, puisque je vais vraiment vous parler de toutes les évolutions mois par mois. Il n'y avait pas ça. Club ne donnait pas donc de Dream Ball, hein, comme ça. Il donnait beaucoup moins de Dream Ball. On en avait voilà, quelques-unes offertes par semaine dans ces récompenses journalières très faibles. Il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui dans la boutique. Vous allez dans la boutique tous les jours pour avoir un pack gratuit. Ça a été rajouté bien plus tard. Donc on avait très peu de Dream Ball, mais la différence, c'est qu'à l'époque, on avait beaucoup à farmer parce qu'on débutait le jeu. Donc il y avait le mode histoire, il y avait tous les events à faire, enfin, il y avait plein de missions à remplir, monter un joueur SSR Max, monter un joueur SSR Max, etc. Donc on n'avait pas trop de manque de Dream Ball au tout début du jeu. Après, ça arrivait, et il y a eu un moment où c'était très compliqué, et c'est pour ça que ça a gueulé à partir de novembre, parce que les portails étaient de plus en plus exigeants, et on n'avait pas beaucoup de Dream Ball, c'était vraiment à la ramasse. Il n'y avait pas de portail SSR garantie. Le premier portail avec SSR garantie, c'est au bout de 6 mois avec le système World Cup, voilà, avec les paliers. Mais ce n'est pas. Et les fameux portails qu'il y a eu en 2018 avec au 3e palier SSR garantie pour 120 Dream Ball. Hein, en plus, c'était pas 150 Dream Ball, c'était 30, 40, 50. Mais ça, c'est apparu qu'en 2018.
Donc pour vous dire, les 6 premiers mois c'était assez tendu, mais on était beaucoup moins exigeant et on prenait du plaisir. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ce petit retour en arrière sur le lancement du jeu. Là je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour l'analyse du roster, on va analyser les 24 joueurs invocables, plus les 3 joueurs coffres intéressants, donc Confédération, Ligue et PVP. Donc pensez à vous abonner, je vous dis à très bientôt, ciao.